Alors, Pascal Richman, registre de l'AFU dans le cadre du forfait innovation. Merci. Donc, je vais vous raconter l'histoire de ce forfait innovation qui va venir illustrer certains points que vous avez soulevés ce matin et même à l'instant. Alors, IFI, c'est une contraction, un acronyme pour IFI pour IFU et FI pour forfait innovation. Forfait innovation étant, vous savez, un remboursement dérogatoire pour une nouvelle technologie. Alors voilà les liens d'intérêt dont la société EDAP dont je vais parler. Donc très brièvement en une seule diapo, donc l'IFU, vous savez, c'est une production de chaleur, une destruction de tissus par la chaleur, 96 degrés, qui entraîne une nécrose. C'est un traitement conservateur de la prostate, qui en partie au problème soulevé ce matin. Les urologues, évidemment, se préoccupent de conserver la prostate même lorsqu'elle est touchée par un cancer, et en réalité, sur 100 cancers, il y a environ 36 prostatectomies réalisées, le reste sont des traitements de surveillance ou des traitements conservateurs. Donc ce traitement-là viendrait entre la surveillance active, voilà, c'est la zone verte ici, avec les trois grands grades de risque, bas risque, intermédiaire et haut. Eh bien, ce traitement viendrait dans la zone verte entre la surveillance active et le traitement radical. Cette zone serait plus ou moins large en fonction, bien évidemment, de la politique de dépistage développée par le pays où cette technique a lieu. Alors, les ultrasons, c'est plus de 20 ans d'évolution. Les premières descriptions technologiques ont eu lieu en 1993. Et là, nous allons nous situer en 2003. En 2003, François Richard, qui ne m'écoute pas, j'étais à l'œil, qui était président de l'AFU, m'avait désigné coordonnateur du comité d'évaluation de l'Association française d'urologie, et nous avons donc déposé une demande de valorisation de la technologie auprès de l'ANAS, qui, comme beaucoup, a répondu qu'il fallait un développement constaté médico-économique avant de pouvoir juger. Donc nous avons mis en place à l'époque une première base de données qui devait être comparative à la curithérapie, qui finalement ne l'a pas été, mais on a pu colliger en quelques années quelques 800 patients pour une technique qui était tout à fait débutante. En 2008, j'étais moi-même président de l'AFU, j'avais pris la place avec quelques intermédiaires de François Richard, et muni de cette base de données, je me suis présenté à l'HAS pour une saisine, afin de valoriser cet acte et que des honoraires soient attribués, en particulier aux collègues privés. Et c'était un facteur de blocage du large développement de cette technique, parce qu'il n'y avait pas d'honoraires et c'était difficile pour les établissements privés de la développer. Ça, c'est le bon côté du forfait innovation, j'y reviendrai. Le mauvais côté, voilà, c'est le temps qu'il a fallu. Alors, c'est la première version du forfait innovation dont je vous parle. Il y en a eu deux d'attribués, la FUS s'est vu attribuer le premier, puis très rapidement les ophtalmos dans un tout autre domaine, bien évidemment, a eu aussi un forfait innovation, puis tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté en particulier. Alors certains ont déposé des demandes, puis ils les ont retirées quand ils ont vu le parcours d'obstacles qui allait à franchir. Alors en particulier les comités d'experts, certains d'entre vous doivent les connaître de la HAS, multiples réunions, puis finalement l'autorisation de se présenter, bon, à l'époque c'était la CEPP, maintenant TELIMS, pour un vote favorable, pour un remboursement, mais un remboursement qui serait dérogatoire, et entre-temps en 2008 était parue la loi HPST qui avait défini le forfait innovation, et donc ça a été la première application du forfait innovation. Et là, on n'a pas terminé. À ce moment-là, le protocole doit être validé par deux ministères différents, le ministère de la Santé et le ministère du Budget, puisque la DSS dépend du ministère du Budget, puis faire valider le protocole d'étude proposé par la société savante, qui est le promoteur de l'étude, le faire valider par les experts de la HAS, puis à nouveau une validation du budget final, et au final, c'est-à-dire 6 ans après le dépôt de la saisine, eh bien, la victoire, si on veut dire, c'est l'apparition de l'arrêté au journal officiel, mais ce n'est pas terminé quand même. Parce que cet arrêté stipule qu'il faut une étude clinique observationnelle mais comparative. Et alors là, pour vous expliquer, je vous l'avais vu tout à l'heure, on est entre la surveillance active et un traitement chirurgical. Donc, comme il y a une forme d'invasion, même si c'est un traitement diminué invasif, il y a comme une forme d'invasion, et il fallait donc
comparer au traitement de référence qui est la prostatectomie radicale, même si c'est un petit peu injuste parce qu'on va comparer un traitement à son traitement de rattrapage. Et c'est comme ça. Et puis, donc l'affût est promoteur et donc le budget et l'étude doivent être suivis à la fois par le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale à l'époque. Alors, en 2015, alors en 2014, tout n'était pas terminé, il fallait à ce moment-là, c'est une étude comparative, donc une étude comme une autre, passer devant les CPP, la NSM, l'ATI pour l'enregistrement du codage de la valorisation, et enfin ouvrir les centres, bien évidemment. Ce qui fait que, vous allez voir tout à l'heure l'étude, ce qui fait que la fin programmée de l'étude est en 2023, pour une technologie nouvelle, pour une innovation. Alors, pendant ce temps-là, il y a un fabricant, en l'occurrence c'est un fabricant français, on en parlera un petit peu. Quand nous avons fait la première saisie, la première flèche LED à gauche, eh bien c'était une première machine, pardon. Alors je pense que je vais voir le nom en arrière, c'est possible, non? Voilà. C'est la première machine qui est là. Puis, pendant qu'on discutait, une autre machine est arrivée avec un repérage en temps réel. Et en 2015, une nouvelle machine, Focal One, je vais en parler, est arrivée, qui ne correspond pas du tout, pas tout à fait, pas du tout, c'est un peu violent, au protocole que nous avions nous-mêmes écrit quelques années auparavant. Alors cette machine-là, voilà, très brièvement, elle est assez remarquable, puisqu'elle est capable maintenant de faire un traitement conformationnel, c'est-à-dire de contourer la lésion en s'appuyant sur le lieu des biopsies, l'IRM. Les progrès de l'imagerie pendant cette période, vous le savez, ont été absolument énormes. Donc, on a transformé et la découverte et la définition du cancer et la réalisation des biopsies. Et cette machine intègre tous ces progrès. On peut faire des reconstructions 3D, on peut traiter beaucoup plus en profondeur. Et en plus, on peut vérifier à la fin du traitement, donc, dans l'immédiat, que ce que l'on voulait traiter a bien été nécrosé. Vous voyez, c'est parfaitement superposable ici, lorsque l'ultrason de contraste réalisé tout à fait en temps réel, tout à fait à la fin de l'intervention, comparé à l'IRM qui est réalisé quelques jours après le traitement. Donc de grands progrès ont été effectués, et malheureusement, les patients, certes, ont eu accès à cette nouvelle technologie, mais n'ont pas bénéficié de toutes les possibilités de l'innovation la plus récente. En plus, et ça c'est plus embêtant, cette machine coûte plus cher que celle que nous avions présentée à l'époque, et donc le coût du traitement a été augmenté d'au moins 20% pour différentes raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on est parfaitement capable, enfin bien plus capable de mieux définir la tumeur interne de la prostate, et donc de la traiter de traiter la glande de façon beaucoup plus partielle et plus respectueuse. C'est le principe du traitement focal qui existe dans bien d'autres domaines, que ce soit du traitement conservateur de l'organe, en poumon, dans le sein, dans le rein, nous le connaissons par les néphrectomies partielles, etc. Et le cancer de la prostate, qui n'est pas plus agressif que ces autres cancers, peut bien évidemment relever de ce type de progrès thérapeutique. Alors, on va parler beaucoup d'argent, donc je vais être très bref, même si on risque de discuter tout à l'heure. Donc il y a un remboursement dérogatoire qui est donné à l'établissement, et on a souhaité que ce soit exactement la même chose pour le public et le privé. Dans les établissements privés, il y a une redistribution interne qui est négociée établissement par établissement des honoraires aux chirurgiens et même à l'anesthésiste à partir de ce forfait. Et puis il y a un coût pour le promoteur qui est l'affût, un coût de gestion de database, et il y a un conseil scientifique bien évidemment, et donc des frais concernant le travail du conseil scientifique. Alors ce coût est au prorata et progressivement au nombre de patients qui est inclus dans la base. Et ce coût est distribué, comme ça, et c'était validé par le conseil d'administration, 50% par les utilisateurs, il y a 42 centres, c'est très important pour un forfait innovation, 42 centres qui sont impliqués, et on a facture 176 € par dossier, qui sont obligés par l'affût, et l'affût finance les 50% restants. Alors ça c'est la base de données qui a été certainement un poids important dans les choix qui ont été faits par l'HAS et les ministères. C'est nous qui avons proposé. Le BESPIM est assez réputé pour sa compétence dans les études de grande envergure, et bien entendu le coût est là, c'est-à-dire c'est des arts, il y a je crois 7 ou 8 arts qui travaillent, des biostatisticiens, etc. Je ne rentre pas dans les détails, il y a tout ce qu'il faut donc pour avoir une analyse statistique de très grande qualité, et le ministère voulait avoir cette forme de garantie.
Et puis ça, c'est le côté vertueux, bien évidemment, du forfait innovation, parce que bien sûr, c'est intéressant pour les patients, pour les collègues, mais aussi pour la société qui fabrique. Parce que s'il n'y a pas de développement clinique relativement rapide, eh bien, et ce qui est vrai là pour cette société est vrai pour toutes les sociétés qui ont essayé de candidater et qui aujourd'hui hésitent à rentrer dans le système de forfait innovation. Alors aujourd'hui, je le dis là parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le dire plus tard, ce forfait innovation s'est simplifié. Il a été réattribué il y a un an ou deux, également pour les ultrasons et pour les tumeurs du sein, avec une forme qui est beaucoup plus condensée. Et on va dire que de 6 ans, on est passé pratiquement à un an et demi de temps de décision entre le moment où la saisie est posée et le moment où le protocole peut démarrer. Donc on a gagné beaucoup de temps et on s'est beaucoup inspiré, en particulier de ce qui se passe en Allemagne. Alors ça, c'est la société qui fabrique cette machine. C'est une PME, c'est assez classique, à peu près 300 personnes. Il y a beaucoup d'IDN comme ça qui sont fabriqués en France et qui peuvent bénéficier, qui devraient pouvoir bénéficier de ce type de formulation particulièrement développée en Allemagne. Alors très rapidement, pour illustrer, je ne sais pas du tout, j'en suis chrono, je suis toujours à 15 minutes. Donc, je pense être à peu près dans les temps. Très rapidement, donc c'est une étude de non-infériorité, donc il faut quand même pas mal de cas. Et puis, en réalité, il y a deux grands bras. Il y a le primo-traitement, il y a aussi le rattrapage des échecs de radiothérapie, qui sont très, très importants, parce qu'il n'y a pas de solution véritablement pour ces patients-là. Et donc, il faut un certain recul, bien évidemment, pour l'objectif principal qui est carcinologique, et un temps d'analyse des données. Actuellement, voilà l'état de recrutement. Donc, il y a près de 1800 patients traités par EFU, 1000 patients par prostatéctomie. Et on a enfin une base prospective. Ça aussi, c'était un souhait de la HAS d'observer en termes de qualité prise en charge des patients atteints de cancer de prostate. Là, on sera dans une population assez sélectionnée de façon carcinologique, j'y reviens. Et puis à droite, vous voyez, le rattrapage post-radiothérapie, le match est plié, si on peut parler comme ça ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de chirurgiens en France qui pratiquent, ou alors des gens suffisamment jeunes pour le justifier, la prostatéctomie de rattrapage des échecs de radiothérapie. Et ça aussi, c'est une culture à faire évoluer les recommandations. Alors on est capable, bien évidemment, d'analyser beaucoup de choses avec ces bases de données. En particulier, on suit les nombres d'inclusions par centre et la répartition des inclusions en fonction des différentes indications. On est capable de suivre aussi ceux qui utilisent des anciennes machines, très peu maintenant, moins de 15%, 90%, voire 100%, maintenant c'est le nouveau matériel Focal One qui est utilisé. Ça, c'est très intéressant sur les populations carcinologiques. On est obligé de suivre pour voir si la comparaison sera possible. Et elle l'est, puisque vous voyez que le petit p n'est pas significatif, c'est-à-dire que les deux populations aujourd'hui sont parfaitement comparables, avec, et c'est très heureux, une population de risque intermédiaire plus importante que le risque faible. Ça renforcera le poids de la démonstration, bien évidemment, et ça, c'est corrélé au taux de PSA pré-thérapeutique, parce que le PSA est un bon marqueur carcinologique pour le cancer de la prostate, et donc les deux populations, prostatéctomie et IFU, ont des PSA qui sont tout à fait comparables. On peut, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on peut regarder, par exemple, si les collègues observent bien la règle qui nous a été fixée, malheureusement, je dirais par les tutelles à l'époque, c'est de dire non, vous allez vous comparer à la prostatectomie, donc il faut traiter pratiquement toute la prostate. On a pu, entre guillemets, négocier un traitement subtotal. Et vous voyez que là, les collègues des 40 centres impliqués jouent le jeu, entre guillemets, puisqu'ils traitent 94% du volume de la glande, la machine étant capable de mesurer au CC près la partie qui est traitée par rapport à la partie mesurée. On est capable de regarder, comme dans d'autres bases, bien évidemment, ce qui sortirait, on ne va pas rentrer dans le détail, ce qui sortirait des lignes et de leur signaler portée mobile, et également ceux qui ont des données manquantes très facilement repérables. Alors ça, c'est le PSA à 6 mois. François à nouveau qui demandait ce matin, enfin nous avons un contrôle prospectif du PSA après prostatectomie, puisque le PSA médian est tout à fait conforme, il est inférieur à 0,01. Il est un peu supérieur pour l'IFU, pourquoi? Parce qu'on laisse un petit peu de tissu qui continue d'exprimer du PSA. Et puis, bien évidemment, nous suivons les traitements qui suivent éventuellement. Là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup encore, on est qu'à 18 mois en médiane actuellement, et il y a 7% de patients qui ont pu avoir un autre type de traitement, pas forcément radical, ça peut être une deuxième question de cure, en réalité, il y a que 3% de traitement radical secondaire à 18 mois.
Et puis d'un point de vue économique, entre autres choses, je n'ai pas le temps de développer les EUG, parce que ce n'est pas forcément le propos, mais là vous voyez que le temps d'hospitalisation pour les flux d'un jour, et ça peut se faire dans le cas pour prostatectomie, des malades fort bien opérés, parce que 4 jours de délai médian d'hospitalisation pour une prostatectomie, je vous assure qu'on a là des critères de très haute qualité dans cette étude. Voilà, et juste cette dernière diapositive, pour dire que ce matériel vient d'être accepté, et j'ai cette fierté puisque j'avais présenté le premier dossier à l'AID à Washington en 2014, a été accepté aux États-Unis, et que de la même façon, il y a un remboursement, mais aussi la nécessité d'un registre de suivi des patients outre-Atlantique, donc les préoccupations sont bien élevées. Alors il n'y a pas vraiment de conclusion, simplement je dirais que, puisque je parle du forfait innovation, il y a des plus, il y a des moins, il y a un cercle vertueux incontestable. Les patients bénéficient plus rapidement d'une technologie de très haut niveau et qui est relativement onéreuse. Les collègues peuvent développer ces techniques dans leurs établissements, qu'ils soient publics ou privés. C'est un intérêt évidemment pour l'établissement, ça coûte beaucoup moins cher que ce que nous avons fait pendant des années, c'est-à-dire d'utiliser ces traitements avec des dépenses financières qui n'étaient pas remboursées. C'est intéressant, bien évidemment, pour l'industriel qui peut bénéficier de sa production et continuer d'investir dans la recherche, vous l'avez vu, et de progresser. Et puis pour les organismes payeurs, parce que en général, ces nouvelles technologies génèrent des économies de prise en charge. Je vous ai parlé des durées de séjour, c'est déjà beaucoup. Vous voyez qu'elle est divisée par 4 par rapport au traitement de référence. Et puis, il y a un grand point négatif, on l'a évoqué ce matin, c'est les rigidités évolutives. D'abord, les rigidités tout court pour pouvoir enfin démarrer ce type de traitement. Et puis surtout, comme l'attente a été très longue, le délai a été très long, évidemment, en matière d'innovation, les choses évoluent. Et là, il y a une rigidité. En l'état actuel des choses, on n'est pas capable de pouvoir adapter le protocole qui était initialement écrit et validé en 2010, 8 ans après, de pouvoir le modifier pour qu'il soit adapté au dernier développement de la technologie. Merci de votre attention. Je voudrais juste que tu précises une chose si on regarde le cercle vertueux. Quand tu débutes un forfait innovation, si tu es un directeur d'hôpital, tu n'as pas très envie d'acheter la machine. C'est vrai que tu devrais insister quand même sur le fait de la façon dont vous avez déplacé les machines en France pour faire à ma connaissance, les machines ont été déplacées par étapes et aller d'un endroit à un autre. C'est un truc d'organisation interne. Je veux dire, si tu veux un directeur d'hôpital, il ne va pas mettre 2 millions d'euros dans une machine s'il n'est pas sûr que ça marche, puisque c'est un forfait innovation. C'est ça que je veux dire. Alors, tu peux expliquer la méthodologie parce qu'elle a été quand même particulière. J'ai été obligé de condenser un petit peu. En fait, on s'est présenté à l'HAS avec des études rétrospectives qui étaient quand même très solides. C'est un des facteurs, voire des reproches à cette étude. Elle va venir confirmer 10 ans après les données d'études rétrospectives bien faites. Une machine existait qui était performante, qui était déjà utilisée dans un certain nombre d'établissements. Et donc quelques établissements, je ne vais pas les citer, il y a eu un certain nombre de machines achetées, alors c'est pas 2 millions, c'est le robot, là c'est un petit peu moins d'1 million d'euros pour ce type de machine. Elle a été vendue à quelques établissements, également en province. Et puis dans d'autres cas, en particulier les cliniques privées, qui se sont regroupés, comme vous le savez, dans des associations diverses, des cliniques, ont acheté la machine, il y a des plaques d'un établissement à l'autre. Et puis sinon, il y a la possibilité de ce qu'on appelle une mise à disposition. Donc on va payer la machine à la journée, c'est ce que nous possédions la Blatter à Toulouse. Là, pendant un certain temps, on bénéficie d'une mise à disposition. J'ai des chiffres, je les connais bien, et on va probablement, en association avec le CHU Bordeaux, acheter une machine. Donc là, après, c'est une discussion entre l'établissement et l'industriel. La firme ça ne modifiera pas la réalisation des données. Le topo de Pascal était tout à fait remarquable et on s'aperçoit que c'est là où le rôle des chirurgiens peut être important parce que l'AFU avant avait fait des cohortes. La première c'était au moment de l'lithotricité extracorporelle, puisque d'ailleurs ce qu'a évoqué Pascal avec les machines qui se déplacent, on avait même créé un système de camions dans lequel il y avait des machines et qui allaient aussi bien dans le privé que dans le public. Il y a eu des cohortes et des registres faits sur le sphincter artificiel, sur la neuromodulation, etc. Et on s'aperçoit que, heureusement, les choses évoluent un peu, parce que malgré tous ces antécédents
qui avait été organisée par les urologues, quand Pascal a proposé pour le traitement du cancer de l'Achésie de la prostate, les tutelles, qui avaient pourtant une bonne appréciation de ce que faisaient les urologues, ont mis quand même 14 ans pour réussir à avancer. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est important qu'il faut que l'ensemble des CNP, dans le cadre de la FSM, et des structures des sociétés savantes, poussent pour montrer et continuer pour que tout ça s'accélère et que ça soit beaucoup plus rapide. Parce que l'histoire du traitement local du focal one, on marche sur la tête, on ne peut pas faire un traitement focal. Parce qu'on est contraint parce qu'on est contraint par un truc écrit 10 ans avant. Et je pense que c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire dans l'exhaustivité, parce que tout n'est pas parfait. Mais il faut que les sociétés savantes et les CNP, mais aussi les sociétés savantes, s'impliquent là-dedans. Et c'est vrai que la FU était très très fortement impliquée, et que suivant les spécialités, on voit qu'il y a plus ou moins de cohortes ou de registres qui sont mis au point. Et le dernier point, c'est qu'on voit très bien le principe qu'on pourrait défendre aussi avec la CNAM, c'est vous avez de nouvelles techniques, dans les centres de référence, elles marchent très bien. Est-ce qu'elle va aussi marcher très bien en ville, par exemple, pour des problèmes de complexité ou pas? Et bien, à ce moment-là, de réussir à négocier, on donne une autorisation pour 5 ans, on fait un registre, si au bout de 5 ans on voit que ça marche très bien, et bien c'est autorisé. Si on voit que ça ne marche pas bien, on n'autorise pas. Il faut qu'il y ait une souplesse dans le fonctionnement des autorisations de la CNAM par rapport aux progrès scientifiques qui sont faits. Ce qui a dû vous prendre du temps aussi, c'est le fait qu'il y avait un matériel dans l'histoire. Parce que on pourrait aussi dire que la problématique, c'est d'introduire de nouvelles opérations. Or, on a tout le temps des nouvelles opérations à notre disposition, sauf que pour les faire valider, c'est très compliqué. C'est du l'IM, Voilà. Passer dans la slide. Oui, alors qu'il y a de nouvelles opérations sans nouveau matériel. Oui, ça, bon. c'est autre chose. Donc ça, c'est déjà en soi, c'est déjà un sujet. Oui. Et je pense qu'il y a place, et en particulier, il y a place pour les registres, évaluer ces nouvelles opérations, avant d'aller à l'HAS, avant que la société savante aille à l'HAS, pour faire la demande avec un dossier bien complet. Déjà arrivé avec une database de 200 patients, sinon on ne passe pas la porte. Alors, est-ce que le registre n'aurait pas été... Enfin, vous voyez, et moi je pense que pour toutes les spécialités, et l'Académie, on en a parlé à l'Académie, nous pensons qu'il faut qu'on ait une méthode en France pour introduire rapidement auprès des tutelles de nouvelles opérations qui aient été évaluées. Moi je vais en chirurgie bariatrique par exemple, on a des nouvelles opérations à disposition, on en discute du matin au soir, mais finalement, tant qu'on n'en aura pas, tant que la société savante n'aura pas mis au point un registre qui sera bien fait sur une période limitée et qu'elle se sera mis d'accord, ça ne sert à rien d'aller à la HAS, d'aller discuter, de demander à la CNAM un remboursement. Et donc là, il y a place pour que tous les CNP aient un mode d'emploi, les spécialités aient un mode d'emploi d'introduction rapide de nouvelles interventions qui leur apparaissent importantes, intéressantes. Vous avez tout à fait raison.